Les Émirats arabes unis ont surestimé leur pouvoir après des années à semer le chaos au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sapant des gouvernements reconnus et provoquant des bouleversements pour leurs intérêts. Le début 2026 a été catastrophique pour Abu Dhabi, au Soudan, en Somalie, au Yémen et en Libye. Des projets soigneusement élaborés sur lesquels les Émirats ont travaillé pendant des années. Eh bien, ils s'effondrent tous en même temps et les gouvernements fantoches qui comptaient sur les Émirats pour leur survie sont désormais en crise. La raison ? Effort accru des puissances régionales pour remettre à sa place un gouvernement d'Abu Dhabi trop longtemps isolé. Mais les revers soudains des Émirats arabes unis ne sont que le début. Une fois que les choses ont commencé à changer au Moyen-Orient, ces changements ont déclenché une cascade bien plus vaste, transformant même des aspects de la géopolitique régionale qui n'ont rien à voir avec les Émirats. Les anciennes rivalités cèdent à une nouvelle génération d'acteurs puissants en quête de domination. Les vieilles amitiés comptent moins, de nouvelles naissent dans des lieux inattendus. L'équilibre stratégique du Moyen-Orient change, entraînant de nouvelles alliances et une animosité régionale accrue. Cela suggère que nous entrons dans un territoire inexploré. Un schéma en construction. La suite des événements au Moyen-Orient que nous allons décrire concerne en grande partie les Émirats arabes unis. Mais avant de parler des Émirats, nous devons parler d'Israël plus précisément. Il faut évoquer la situation d'Israël avant les attaques du 7 octobre 2023, car le réalignement stratégique du Moyen-Orient actuel ne se fait pas isolément. Des années de bouleversements, de violence et de chaos au Moyen-Orient ont poussé ses dirigeants à tout remettre en question. Avant le 7 octobre 2023, Israël travaillait à un objectif géopolitique crucial, la normalisation. Dès 2020, Israël a normalisé ses relations avec plusieurs grandes nations arabes après des décennies d'isolement diplomatique. Principalement pour la Palestine, en 2020, Israël a normalisé ses relations avec les Émirats, Bahreïn et le Maroc. En 2021, il a accepté de normaliser ses relations avec le Soudan d'ici l'été 2023 et Israël semblait prêt de conclure avec l'Arabie saoudite. La normalisation entre Jérusalem et Riyad aurait bouleversé la géopolitique du Moyen-Orient. Non seulement cela aurait ouvert les deuxième et troisième plus grandes économies de la région à une collaboration commerciale, mais une démonstration de confiance de l'Arabie saoudite envers Israël aurait changé la perspective de toute la région. Cela aurait permis un pacte de sécurité américano-saoudien, offert à l'Occident un contrepoids face à la Chine et la Russie, et facilité une coopération sécuritaire régionale, pour contrer les groupes insurgés et acteurs incontrôlés. Plus important, l'accord serait survenu peu après la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Dans une autre chronologie, la normalisation aurait pu créer une chaîne diplomatique et économique continue entre deux ennemis majeurs du Moyen-Orient, partageant des intérêts communs, réduisant le risque de conflits futurs et offrant la possibilité qu'Israël et l'Iran apprennent à coexister. Maintenant, si tout cela ressemble à de la fanfiction géopolitique irréaliste en 2026, c'est à cause de ce qui s'est passé ensuite. Le Hamas a lancé ses attaques du 7 octobre, probablement pour empêcher Israël de normaliser ses relations avec les principaux acteurs du Moyen-Orient. Israël a riposté avec une force écrasante et continue, causant une telle destruction. À court terme, des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite ne pouvaient imaginer l'image que donnerait la continuation des accords en cours. Et c'est à cette époque qu'un certain schéma a commencé à émerger entre Abu Dhabi et Jérusalem. Israël provoque des bouleversements régionaux, et les Émirats trouvent un moyen de tirer parti de ces bouleversements. Avant la guerre Israël-Hamas, les Émirats avaient déjà défini leur stratégie géopolitique. Aujourd'hui, nous n'entrerons pas dans les détails. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo récente « Les Émirats arabes unis sont en grand danger ». Et mettez-la de côté pour la regarder une fois que vous aurez terminé cet épisode, bien sûr. Mais le résumé rapide dont nous avons besoin aujourd'hui est le suivant. Avant le 7 octobre, les Émirats avaient noué des liens avec divers acteurs non étatiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont la région séparatiste du Somaliland en Somalie. Les gouvernements rivaux de Khalifa Haftar en Libye, les forces de soutien rapide au Soudan et le Conseil de transition du Sud au Yémen. Les Émirats arabes unis ont rejoint certains de ces groupes via des interventions régionales. Ils ont commencé à travailler en étroite collaboration avec le Conseil de transition du Sud du Yémen lors des opérations menées par l'Arabie saoudite contre les rebelles Houthis. Par exemple, ils ont parfois créé des liens pour des raisons économiques, notamment lors de projets sur la côte du Somaliland.
L'objectif des Émirats arabes unis reste d'établir un point d'appui géostratégique pour recueillir des renseignements, stationner des troupes et surveiller les régions instables à maintenir paisibles. Ainsi, pour que l'économie des Émirats, centrée sur l'exportation, puisse continuer à fonctionner, leurs tactiques y sont restées cohérentes également. Travailler avec des acteurs non étatiques que d'autres pays tiennent à distance afin de maximiser la loyauté à un coût minimal. Tout en comptant sur sa position de nation riche en pétrole et prospère pour la protéger des répercussions diplomatiques, une fois la guerre Israël-Hamas commencée, les Émirats ont commencé à prendre des mesures plus audacieuses pour faire avancer leurs objectifs à l'étranger. La guerre civile au Soudan venait de débuter. Profitant de la distraction au Moyen-Orient, les Émirats ont accru leur soutien au FSR et renforcé leur contrôle sur le commerce aurifère soudanais. Au Somaliland, au Puntland et ensuite dans le sud de la Libye, les Émirats ont construit des aérodromes pour acheminer armes et fournitures vers le Soudan. Ainsi, les Émirats s'engagent davantage dans une géopolitique de la zone grise, des actions qui n'attirent pas forcément la colère internationale. Cela va sûrement causer de la frustration, en envoyant des centaines de milliers de mercenaires colombiens dans le conflit, tout en détournant le regard. Lorsque les FSR ont commis des massacres et un génocide au Yémen, les Émirats arabes unis se sont éloignés de l'Arabie saoudite pour agir via le Conseil de transition du Sud. Ils ont discrètement contrôlé Aden et, avec l'accord du CTS, ont construit des bases et des postes de renseignement sur les îles voisines. Les Émirats se sont rapprochés d'Israël comme jamais auparavant. Lorsque les rebelles houthis soutenus par l'Iran ont commencé à viser Israël avec des armes à longue portée et à attaquer des navires commerciaux près de la mer Rouge. Israël et les Émirats, malgré une normalisation récente, ont développé une forte coopération en matière de renseignement. En partageant ressources et données, et en coordonnant leurs efforts dans le programme Crystal Ball. Les deux pays ont investi dans les industries de défense de l'autre, notamment dans les navires sans pilote et les capteurs avancés. À mesure que la relation s'est approfondie, d'autres relations émiraties à travers le monde arabe ont commencé à se détériorer. À mesure que les nations devenaient en méfiantes quant aux intentions des Émirats et se lassaient de leur volonté de contourner les règles à leur guise, le problème n'était cependant pas facile à résoudre. Les Émirats ont peut-être constamment interféré dans les affaires régionales, mais ils n'ont jamais franchi les limites qui auraient entraîné une réaction régionale de grande ampleur. Qu'il s'agisse de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Turquie, de l'Égypte ou d'un autre pays, ces nations avaient simplement d'autres priorités à gérer. L'Occident voyait toujours l'Iran comme le principal acteur négatif, tandis que les Émirats restaient prêts à investir dans d'autres pays arabes. Et dans l'ensemble, ils ont réussi à devenir le genre de nuisance que tout le monde pouvait supporter en serrant les dents. Et ensuite, nous allons discuter de la façon dont les choses ont commencé à mal tourner pour les Émirats à travers le Moyen-Orient. Mais avant cela, nous aimerions vous parler de notre site web premium Frontsco ici. Sur Warfront et Homefront, nous publions 8 épisodes gratuits par semaine. Comme vous, peuple glorieux, avez soif de contenu, d'analyse et d'informations sur les histoires qui façonnent notre monde. Sur Frontesco, nous publions plus d'épisodes vidéo chaque semaine avec des analyses approfondies sur des sujets non abordés sur YouTube. Un briefing hebdomadaire sur l'actualité mondiale essentielle. Aussi, sur France, nous travaillons avec une équipe grandissante de journalistes et d'experts primés en publiant plusieurs articles écrits chaque semaine. Si vous aimez cet épisode sur les dynamiques mondiales aux Émirats, vous pourriez apprécier une interview de notre correspondant en Afrique avec l'ambassadeur soudanais sur la guerre civile dans son pays. De plus, les nombreuses raisons pour lesquelles 2026 sera une année cruciale pour la Somalie. Cet abonnement à France ne coûte que 5$ par mois ou 50$ par an. Vous pouvez annuler à tout moment, et cela nous aide énormément à faire ce que nous faisons. Gratuitement. Ici sur YouTube, allez voir. Un grand merci à ceux d'entre vous qui sont déjà abonnés et reprenons. 2 changements soudains. Il y a quelques semaines, les Émirats arabes unis semblaient en pleine ascension régionale. Les FSR étendirent leurs opérations au Soudan, ayant capturé le Darfour, les Puntlands du Somaliland, et exerçant désormais une pression sur l'autorité somalienne au sud des Jubaland. Le STC au Yémen gagnait en puissance et, comme nous le savons aujourd'hui, il était presque prêt à lancer une offensive totale contre la République du Yémen, soutenue par l'Arabie saoudite. Comme une succession de changements externes soudains avait offert une opportunité aux Émirats en octobre 2023. C'est une autre série de changements inattendus à l'étranger qui semblait amorcer le revirement contre les ambitions d'Abu Dhabi. Encore une fois, en regardant ce qui s'est passé de l'extérieur, les événements semblaient au départ avoir peu à voir avec les Émirats et, encore une fois, tout remontait à Israël.
En juin 2025, Israël et l'Iran ont mené une guerre de 12 jours très destructrice, où Israël a dominé. Avec l'Iran sérieusement affaibli après le conflit et apparemment incapable de soutenir ses forces par procuration régionale comme il le faisait auparavant, Israël a intensifié sa pression sur l'organisation Hamas, mais pas seulement contre leurs forces dans la bande de Gaza. Israël a plutôt mené une frappe aérienne à Doha, au Qatar, où la direction du Hamas vivait depuis 2012. Lors de la frappe, les dirigeants du Hamas discutaient d'une proposition de cessez-le-feu envoyée par les États-Unis. La frappe aérienne a tué 6 personnes, dont 5 membres du Hamas et un agent de sécurité qatari, malgré la survie de la plupart des dirigeants du Hamas. Les responsables politiques et militaires israéliens ont célébré la frappe avec fierté, s'en attribuant le mérite et recueillant le soutien de 3 Israéliens sur 4, selon les sondages nationaux. Cela a aussi mené à un cessez-le-feu, contrairement à la plupart des experts de l'époque. Ce cessez-le-feu conclu début octobre a tenu jusqu'à aujourd'hui, malgré des tensions et violences plus sporadiques. Mais dans tout le Moyen-Orient, la frappe à Doha a été perçue très différemment, et pour de bonnes raisons. Le Qatar était une nation souveraine, un État du Golfe riche et puissant, où Israël avait établi une relation diplomatique et commerciale techniquement non officielle, mais complexe. La direction du Hamas était connue pour être présente au Qatar. Tout le monde dans la région, y compris en Israël, savait que cet arrangement crucial permettait au Hamas et à Israël de négocier indirectement, même en temps de guerre. Avec le recul, il était évident que la perception d'Israël avait fondamentalement changé chez les grandes nations arabes. Les nations arabes ont gardé Israël à l'écart et condamné ses actions à Gaza, répondant aux attentes de leur population. Tant chez les nations ayant signé les accords d'Abraham que chez celles ne l'ayant pas fait. La guerre entre Israël et le Hamas était plus un inconvénient qu'autre chose, retardant la normalisation à l'échelle régionale qui avait été si proche il y a seulement quelques années. Compréhension fondamentale d'Israël ayant permis la normalisation. Le fait qu'Israël soit finalement un acteur responsable et prévisible dans la politique régionale et qu'on puisse lui faire confiance pour agir dans le cadre d'une compréhension régionale partagée avait désormais été complètement détruit. Comme le Qatar l'a déclaré au monde après la frappe, Israël était désormais engagé dans ce qu'ils ont qualifié de terrorisme d'État. La puissante nation de Turquie a été contrainte de relever immédiatement sa garde, puisqu'elle aussi accueillait une délégation connue du Hamas sur son sol souverain. Quel que soit le message qu'Israël voulait envoyer, le message que les dirigeants arabes ont reçu était clair. Si Israël allait attaquer le Qatar pour quelque raison que ce soit, alors c'était un acteur incontrôlable et on ne pouvait pas lui faire confiance. Si les gouvernements de la région n'agissaient pas vite, ils risquaient de devenir la sphère d'influence d'Israël, ce qui paraissait dangereux. Peu après la frappe, des discussions publiques et privées ont émergé entre dirigeants du Moyen-Orient. Il était sans doute temps de repenser la sécurité régionale. Après tout, si Israël pouvait faire cela et s'en tirer. Washington semblait soit moins engagé envers la sécurité régionale que prétendu, soit incapable d'imposer ses attentes à Jérusalem. Cela rappelait la dépendance de la sécurité régionale aux armes et à la direction américaine en temps de crise. C'était un problème particulier pour les États du Golfe, qui avaient été contraints de repenser leur autoprotection en raison de la menace posée par les Houthis. Mais les dirigeants n'avaient pas envisagé qu'Israël puisse lancer des armes de précision sur leur territoire sans être puni. À l'époque, la conversation autour de la sécurité est rapidement devenue un peu confuse. Certaines nations du Moyen-Orient ont plaidé pour une version musulmane de l'OTAN, tandis que d'autres ont clairement indiqué qu'elles n'avaient jamais envisagé une telle chose. Les nations ont renforcé leurs accords de défense, l'Arabie Saoudite et le Pakistan signant un partenariat de sécurité avec garantie de défense mutuelle, similaire à l'article 5 de l'OTAN. Même sans grands accords de sécurité immédiats, le principal changement est déjà survenu. Le monde arabe a reconnu que l'ancien statu quo ne suffisait plus, même s'il manquait alors d'idées sur la manière de l'améliorer. À la suite de la frappe sur Doha, les Émirats ont réagi essentiellement de la même manière que toutes les autres nations. Ils ont dénoncé la violation de la souveraineté du Qatar par Israël, et leur chef est allé au Qatar en soutien. Ils ont convoqué les diplomates israéliens pour les réprimander et interdit aux entreprises de défense israéliennes le salon aéronautique de Dubaï. Quelques mois plus tard, mais pas longtemps après, il est devenu évident que la relation des Émirats avec Israël ne s'était en réalité pas détériorée comme celle d'Israël avec d'autres nations du Moyen-Orient. En octobre, les Émirats préparaient des plans pour Gaza après-guerre. En novembre, des analystes ont alerté sur un possible usage par Israël d'une base émiratie au Yémen. En décembre, on a appris que les deux pays avaient conclu un accord de défense de plusieurs milliards pour produire une technologie laser sur avion. Les Émirats ont publiquement menacé des mesures diplomatiques contre Israël en cas d'annexion de la Cisjordanie.
En coulisses, il semblait en rester très proche, ce que d'autres nations de la région savaient non. En décembre 2025, les Émirats faisaient face à des vents contraires dans leurs relations au Moyen-Orient, même si Abu Dhabi ne s'en rendait pas compte ou ne traitait pas ces difficultés avec le respect qu'elles méritaient, rétrospectivement. Premier problème, les Émirats collaboraient avec Israël sur la sécurité, alors que le Moyen-Orient se méfiait davantage d'Israël et de ses alliés. Deuxième problème, les Émirats restaient un acteur incontrôlable, comme lors des années précédentes et fin 2025. Désormais, ils agissaient dans une région de plus en plus sensible à la présence d'acteurs incontrôlables. Tous ces problèmes ont éclaté alors que les Émirats exécutaient en plusieurs plans durant les dernières semaines de l'année. D'abord, l'offensive du Conseil de transition du sud du Yémen a semblé victorieuse. Le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, a repoussé ses forces en Arabie saoudite et capturé la majeure partie du Yémen. Le Conseil de transition du Sud semblait si efficace qu'il était prêt à déclarer son indépendance et à s'affirmer comme force anti-Houthi. À la même époque, en utilisant une nouvelle base aérienne et des routes de contrebande sécurisées. Les Émirats ont fortement accru leur livraison d'armes aux forces de soutien rapide, intensifiant leur offensive au centre du Soudan. En Libye, de nombreux signes laissèrent penser que le gouvernement Haftar préparait une nouvelle offensive. En Somalie, les régions autonomes soutenues par les Émirats arabes unis et diverses figures de l'opposition ont tenu une conférence menaçant de former un gouvernement parallèle. Enfin, le choc le plus fort a directement lié les Émirats et leurs ambitions internationales à Israël. Le 26 décembre, Israël a été le premier à reconnaître la République du Somaliland comme nation souveraine. Des rumeurs annonçaient que les Émirats, l'Éthiopie et d'autres suivraient. À ce moment et pour quelques jours, cela a dû paraître irréel. À Abu Dhabi, les efforts à l'étranger des Émirats semblaient enfin payés. Bientôt, les Émirats pourraient commercer avec la République du Somaliland, l'État d'Arabie du Sud, voire avec le Soudan et la Libye. Avec des gouvernements favorables, les Émirats pouvaient avoir confiance. Les régions instables, de la mer Rouge au golfe d'Aden jusqu'à la Méditerranée orientale et la dangereuse côte somalienne, seraient toutes surveillées. Israël était déjà en action. À cette période, Jérusalem envoyait des agents du renseignement et des troupes sur les bases émiraties pour renforcer leur partenariat croissant. Dès que les Émirats accédèrent au statut de puissance régionale, tout commença à leur exploser au visage. Nouvelles alliances, nouveaux axes. Pour les besoins de cette vidéo en particulier, nous allons rester brefs sur ce qui s'est passé ensuite. Après une vaste contre-offensive des unités tribales soutenues et appuyées par l'aviation saoudienne. Le Conseil de transition du Sud a été chassé des terres conquises et détenues de longue date, puis forcé de se dissoudre. Des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, surtout la Turquie et l'Égypte, ont agi pour isoler l'Émirati. Les lignes d'approvisionnement du FSR ont été coupées, les pays refusant leur espace aérien et l'Égypte lançant une frappe aérienne inédite sur un convoi du FSR au Soudan. Khalifa Haftar a été convoqué au Caire pour une réunion où, selon des sources régionales, les dirigeants égyptiens l'ont réprimandé. Le FSR a été contraint de compter sur des routes de contrebande terrestres à travers la frontière tchadienne, où ses combattants ont rapidement été confrontés à des escarmouches avec des soldats tchadiens. En Somalie, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays ont exercé leur influence contre le Somaliland, visitant une région liée à des militants hostiles au Somaliland. Les Émirats arabes unis et l'Éthiopie n'ont jamais reconnu le Somaliland. En quelques semaines, le SDC tomba, le Somaliland fut isolé. Haftar réalisa la fragilité de sa position. Selon les derniers rapports du Soudan, les FSR subissent des revers sur le champ de bataille avec le recul de leur soutien régional. Plus que chaque revers, c'est l'effort régional qui les a rendus possibles pendant des années. Quand les Émirats défiaient l'ordre régional du Moyen-Orient, d'autres grandes nations préféraient les ignorer ou, au pire, réprimander légèrement certains diplomates émiratis. Cette fois-ci, cependant, lorsque les Émirats se sont engagés dans une série d'actions pour lesquelles ils auraient raisonnablement pu s'attendre à recevoir le même genre de protestations tièdes. Ils ont découvert un Moyen-Orient qui avait fondamentalement changé de deux manières. Premièrement, les actes déstabilisateurs des Émirats ont enfin été reconnus. Et deuxièmement, après des mois de coordination régionale sur la sécurité. Les nations du Moyen-Orient étaient en réalité prêtes à réagir. L'élan principal de cette réponse est venu de trois nations clés, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte. Après avoir uni leurs forces pour stopper l'offensive émiratie de décembre 2025, il est vite apparu que ces nations voulaient approfondir leur collaboration.
En janvier, il a été révélé que la Turquie rejoignait l'accord de sécurité de l'Arabie saoudite et du Pakistan. Parallèlement, l'Arabie saoudite a fait de nouvelles ouvertures au Qatar pour approfondir leurs relations sécuritaires. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles l'Égypte pourrait bientôt rejoindre leur pacte de sécurité collective. Réunissant 4 nations dont la population dépasse celle de l'Union européenne et pouvant être unifiées. Sous le parapluie nucléaire pakistanais, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont noué un partenariat sur la sécurité de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Les 2 nations veulent maintenant proposer ensemble un accord de défense à la Somalie et probablement au régime militaire reconnu du Soudan. Le mois dernier, le Pakistan a signé un accord pour fournir des chasseurs afin de discipliner l'Haftar de Libye. L'Arabie saoudite a proposé de faciliter un accord entre le Pakistan et l'armée soudanaise. Des avions de chasse turcs auraient atterri en Somalie pour menacer le Somaliland. Prenez tous ces nouveaux signes d'alignement régional, même dans leur ensemble, et il faut souligner que le monde est encore loin d'obtenir une véritable OTAN islamique. Mais le Moyen-Orient ressent une unité croissante entre certaines des nations islamiques les plus puissantes. Ces nations créent des liens avec des pays faibles, tandis que les Émirats veulent dominer. Le problème d'Abu Dhabi dans la région a toujours été sa fragilité et sa dépendance à des liens faibles pour soutenir ses forces supplétives internationales. Parce que le reste du Moyen-Orient n'y prêtait pas attention, mais maintenant le Moyen-Orient a remarqué et les résultats étaient en clair. En moins d'un mois, ces nations nouvellement alliées ont infligé un coup fatal au réseau de supplétifs des Émirats et effectué des changements durables, positionnant leurs ressources de façon à rendre la reconstitution des Émirats presque impossible. La normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël est écartée, sauf changement majeur d'Israël. Ce bloc régional prend une nouvelle orientation diplomatique, stratégique et économique, avec un alignement croissant entre l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Pakistan. Nous assistons maintenant au premier signe d'une faction rivale destinée à s'y opposer. Comme nous l'avons mentionné, Israël et les Émirats sont déjà alignés sur les questions stratégiques et sécuritaires. Et maintenant que les 2 nations sont considérées comme des acteurs de plus en plus marginaux par le reste de la région, elles ont dû se rapprocher encore davantage l'une de l'autre. Ils bénéficient du soutien du Maroc et de la Grèce, rivales de la Turquie, où Israël pourrait trouver un allié face à sa rivalité croissante avec Ankara. Cette coalition naissante semble inclure l'Éthiopie, elle-même généralement hostile envers l'Égypte, la Somalie et les forces armées soudanaises. Fin janvier, les Émirats ont conclu un pacte de défense stratégique avec l'Inde, un allié probable de toute coalition opposée aux intérêts pakistanais. Cet accord suit des années de rapprochement entre l'Inde et Israël. Quelques années après la conclusion du partenariat économique et technologique I2U2 entre les 3 nations et les États-Unis. Il est trop tôt pour savoir si les États-Unis soutiendront cette coalition émergente. Comme cela impliquerait de s'opposer à des alliés historiques comme la Turquie, l'Égypte, ainsi qu'à leurs partenaires à Riyad et Islamabad, il est peu probable que les États-Unis s'opposent à un groupe incluant Israël. Après des années d'ingérence d'Abu Dhabi amplifiée par Jérusalem, l'alignement stratégique du Moyen-Orient a basculé. La Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte sont d'un côté, Israël, les Émirats, l'Éthiopie et le Maroc de l'autre, chaque camp ayant un allié nucléaire à ses côtés. Malgré une action militaire imminente en Iran, la rivalité Israël-Iran n'est plus la principale force influençant le Moyen-Orient. La région s'est engagée dans une nouvelle réalité et nul ne sait où le monde ira à partir de maintenant. Merci de votre attention.